Bonsoir chers lecteurs, bonsoir Yves Jacquin. Bonsoir Anouk Taché. Alors voilà, ce soir nous avons décidé de vous présenter un livre de Rebecca Alighieri qui se prénomme « Il y a des hommes qui se perdront toujours ». C'est un livre très très dur où la violence familiale est mise à nu. Alors quelques mots d'abord sur Rebecca Alighieri. Rebecca Alighieri est une écrivaine assez connue parce qu'elle se cache derrière un autre nom. C'est-à-dire que d'habitude, quand elle écrit un livre, elle se prénomme Emmanuelle Bayamak Tam. Elle a gagné le prix Inter en 2019 pour son roman Arcadie. Et quand elle signe des noms, des romans sous le nom de Rebecca Alighieri, c'est la raison pour laquelle elle le fait, c'est pour se donner la liberté d'écrire des histoires beaucoup plus sombres avec un petit côté polar. Alors, l'histoire de ce roman est une histoire qui pourrait se passer n'importe où en France ou ailleurs. Il s'agit d'une famille dont la violence familiale va être mise à nu face aux lecteurs. Et ceux et celles qui cherchent parmi vous des lectures assez légères, eh bien, je pense qu'elles doivent certainement s'abstenir de lire ce livre parce qu'on est véritablement dans le cru et dans l'insoutenable. Et c'est ce que vraiment, je pense, l'auteur a cherché à transmettre aux lecteurs. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai débuté ce livre, dès les premières pages, j'ai senti une sorte de boule d'angoisse qui montait petit à petit en moi, en me disant personnellement, mais où va-t-on arriver ? Alors, ce sont les années 80-90 qui sont décrites. L'histoire se déroule donc durant les années 80-90 et se termine au début des années 2000. Il y a le sida, il y a la musique, la dance music qui est très présente. Et Rebecca Alighieri nous raconte une histoire d'une famille tout à fait, je dirais, défaillante. Yves, je te laisse reprendre un petit peu la parole. Comme vient de le dire Anouk, c'est une histoire qui pourrait se passer absolument n'importe où, mais qui se passe là à Marseille. Et ça n'est pas totalement dénué d'intérêt parce que Marseille est une ville côtière et que la Méditerranée va jouer un rôle dans l'histoire elle-même. Je dois à la vérité de dire que j'ai lu ce livre parce qu'Anouk me l'a demandé. J'étais beaucoup moins enthousiaste qu'elle. C'est un livre qui est très très bien écrit, remarquablement écrit, pour lequel il serait d'ailleurs souhaitable à certains moments d'avoir un dictionnaire français argot français, parce qu'il y a des mots que je n'ai pas compris, que j'ai été chercher, que je n'ai pas d'ailleurs toujours trouvé. C'est une histoire... c'est un Zola moderne, si je puis dire. C'est l'histoire de la misère, c'est l'histoire de la pauvreté, c'est l'histoire des abus sous toutes leurs formes, et c'est l'histoire de 3 enfants dont le père, à nous vient de le dire, est un personnage abusif. La mère étant, selon chacun des enfants, la mère étant ou une victime comme eux, ou au contraire la complice du père. Mais ce sont 3 enfants, 2 garçons, une fille, et la fille va construire sa résilience. Le 2e garçon va également construire sa résilience, mais le 3e, qui est l'aîné, ne la construira pas, d'où le titre « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Alors, c'est un titre qui fait évidemment référence à Antonin Artaud, dont tu peux peut-être expliquer. C'est-à-dire qu'Antonin Artaud, je pense, partait du principe que il y a des gens qui sont perdus d'avance et quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye finalement de faire pour les aider, eh bien ça ne marchera jamais, ils retomberont toujours dans leur trou. Et très bizarrement, donc l'histoire se déroule dans une cité à Marseille qu'elle a appelée la cité Antonin Artaud. Et donc, comme Yves le dit justement, il y a 3 enfants et l'histoire est racontée justement par l'aîné
qui en fait ne va pas ne connaître de résilience. Il commence le récit quand il est tout petit pour terminer à l'âge adulte. Alors ce sont 3 enfants qui sont abandonnés, qui sont en fait les enfants d'un père alcoolique, un père qui les bat, qui les humilie surtout, et un père qui est avant tout héroïnomane, même s'il arrive à contrôler sa dose d'héroïne, c'est-à-dire qu'il n'en prend pas quotidiennement, mais quand il en prend, il y va jusqu'au bout avec sa femme. Sa femme, pour moi, m'a paru comme une sorte de Locke ou de fantôme vivant, parce que les 3 enfants qui sont, il faut le préciser, très très beaux, ce qui leur permettra en tous les cas à la fille, de sortir grâce à sa beauté de ce milieu dans lequel ils sont emprisonnés. Ces 3 enfants, et surtout le dernier, qui est handicapé, mais qui est peut-être le personnage le plus gracieux et le plus beau dans ce livre, parce que c'est une véritable victime du père qui le bat à tort et à travers, et la mère qui le soigne parce qu'il est handicapé, et qui trouve quelque part Elle trouve la justification Exactement. de sa vie dans le fait de s'occuper du petit dernier. Le père est parce que ça a une importance, le père est belge, la mère est kabyle. Il y a dans la cité, à côté de la cité Antonin Artaud, il y a un campement de gitans qui se sont sédentarisés. Et les 3 enfants vont trouver chez ces gitans une famille d'adoption qui va les aider à traverser toute cette période extrêmement difficile. Rebecca Alighieri écrit en 4e de couverture, mais ça se trouve au tout début du livre. L'espérance de vie de l'amour, c'est 8 ans. Pour la haine, comptez plutôt 20. La seule chose qui dure toujours, c'est l'enfance quand elle s'est mal passée. Et les 3 enfants vont parfaitement bien illustrer, chacun à leur manière, l'enfance qui s'est mal passée, la fille qui est extrêmement belle va faire une carrière cinématographique internationale, mais elle fait planer autour d'elle un mystère. Personne ne sait grand-chose finalement de ce qui se passe. Elle vient en aide économiquement à ses frères, mais elle est tout de même assez absente. Alors, la sœur, au fait, va réaliser le rêve du père, parce que ce père traîne ces 2 enfants, surtout les 2 aînés, parce que c'est eux qui sont les plus beaux, parce que le plus jeune handicapé est très laid. Il va les traîner de casting en casting, il va les utiliser afin de construire sa propre gloire. Évidemment, ça ne va pas marcher enfant. L'aîné n'a aucun atout pour devenir acteur. La fille, par contre, réussira dans ce domaine-là, et l'aîné aura, je dirais, il aura des objectifs de vie assez importants. C'est-à-dire qu'il voudra devenir médecin, mais malheureusement, et c'est ce qu'il dit dans le livre, parce qu'il est un peu trop beurre, parce qu'il n'est pas français, parce que la société, quelque part, ne lui donne pas la même chance qu'un vrai Français, il ne fera pas des études, ou il fera des études peut-être moins, qualifiées, il ne sera que aide-soignant. Ce sera une véritable frustration qu'il va traîner tout au long de sa vie, en tous les cas lors du moment où il raconte l'histoire. Et donc il est confronté à une double violence, c'est-à-dire qu'il est confronté à la violence familiale, mais également à la violence que la société finalement lui fait subir.
Alors donc c'est Carole Claes qui raconte tout, et d'ailleurs il y a un extrait qui explique parfaitement finalement le rôle de ce père et les objectifs qu'il avait pour ses enfants et la hargne et surtout la haine que les enfants vont développer au fur et à mesure des années. Je vais vous le lire parce que tout y est dit. Alors il dit comme ça, il dit « Charlie Chaplin a joué dans ma vie un rôle déterminant. Céline Dion aussi. Cela dit, c'est le propre des stars planétaires que de bouleverser à leur insu la vie des larves qui végètent dans l'obscurité. Mon père voulait cesser d'être une larve, je ne peux pas le lui reprocher, mais son ascension vers la lumière nécessitait des sacrifices humains et pour ça, je suis en droit de lui en vouloir à mort et de réclamer justice pour ses victimes, à commencer par moi. » Ces enfants ont été exploités par le père et... Voilà, ça c'est, disons, la partie la plus importante. Maintenant, il y a 2 questions dans ce livre, importantes, très importantes même, qui sont soulevées par l'écrivain. Mais les enfants sont exploités par le père, mais de temps en temps, les lois sont bien faites. Et l'argent que les photos de mode, entre autres, va rapporter à ses enfants, cet argent va être placé à l'abri du père, ce qui ne fera qu'accroître sa frustration, mais au moins eux seront protégés. Maintenant, la fille trouve sa résilience dans son métier d'actrice. Le plus jeune des 2 garçons, qui est un enfant plutôt attachant, qui très très vite comprend la manière dont son père fonctionne et qui apprend très tôt à se protéger, va devenir une espèce de gourou magnétiseur, c'est pas très défini, mais il dit qu'il a un pouvoir entre les mains et il va tomber amoureux d'un enfant qui est né exactement au même moment que lui, dans la même clinique que lui, et ils vont devenir absolument inséparables. Il devient donc ce gourou magnétiseur, mais il est en même temps DJ. Enfin, il se débrouille dans la cité. Il se débrouille très très bien dans la cité. Il devient un personnage très respecté. Le frère aîné, lui, va faire la démonstration non pas du caractère héréditaire de la violence, parce que je ne connais pas le gène de la violence, mais il va lui-même être extrêmement violent au point de laisser pour morte, elle ne l'est pas, mais de laisser pour morte une jeune fille. Alors, comme je le disais, il y a 2 questions essentielles que le roman pose. Alors, la première, c'est, et c'est ainsi que le roman débute, le père Carole Claes est tué, et on ne sait pas par qui l'a tué, qui a vengé, quel est celui des 3 enfants qui a voulu venger... Des 3 enfants ou de quelqu'un avec qui il s'est particulièrement mal conduit dans la cité. Exactement. Maintenant, on comprend très vite... Bon, il ne s'agit pas d'un policier, mais on comprend très vite que c'est un des enfants qui aurait tué le père. On le saura bien entendu à la fin du roman, parce que, et d'ailleurs, un des enfants le raconte, si on soulève un coin de l'affiche qui décore le mur de leur chambre, on peut lire « Je veux tuer mon père » sur un petit papier en raccourci. Donc, tout le récit est raconté autour de ça, mais il y a un autre sujet qui est très très important, et pour moi bien plus important, c'est que ces 3 enfants, finalement, Carole, Hendrika et Mohan, donc les 3 enfants, se posent la question, et particulièrement celui qui raconte le récit, donc l'aîné, sont-ils dépositaires de la violence qu'ils ont subie par leur père? Est-ce qu'ils vont la reproduire ou pas? Alors, comme Yves le disait, pour moi, le premier, l'aîné, est celui qui, malheureusement, est le plus dangereux et qui
héritera finalement de cette violence. Bien sûr, on ne vous dira pas qui a tué le père, et ça finalement c'est moins important. Mais ce qui est très bien décrit dans ce livre, c'est le côté psychologique du livre, où on voit que l'aîné, qui parle d'ailleurs, je veux dire, puisque le livre est en son nom, est écrit en son nom, on sent véritablement la lutte qui se passe dans sa tête, cette souffrance, cette peur de ressembler à son père, mais en même temps, il est violent comme pas possible puisqu'il tabasse une fille, il en tabasse plusieurs. Donc, il y a véritablement ce déchirement interne entre cet enfant qui a envie de devenir quelqu'un, mais où, par la société, il est déjà condamné à l'avance, venant d'une cité et d'un milieu défavorisé, que ce soit socialement ou intellectuellement, et en même temps un enfant qui est confronté dès son plus jeune âge à la violence de ses parents. Alors, j'ai encore juste un mot à dire et puis je te laisse la parole. Pour moi, pourquoi j'ai tellement aimé ce livre, c'est parce que l'auteur prend le risque de produire un texte qui est véritablement dérangeant et éprouvant et nous donne à voir une réalité qui, je dirais en général, si les choses se déroulent normalement, sont loin de nous. Et en fait, comme les protagonistes du livre, on a envie de sortir de cette histoire, on lit cette histoire, mais elle nous donne envie de sortir de cette crasse mentale et finalement de reprendre un bain de normalité qui ne semble pas exister dans ce monde impitoyable qui nous est présenté par Rebecca Ligueri. Et moi, je trouve que c'est brillamment écrit et ces sentiments-là, voilà, je les ai ressentis au plus profond de moi. En effet, le fils Karel est le dépositaire de la violence familiale, mais les deux autres enfants vont aussi être violents, mais de façon différente, chacun à sa manière. Enrica, la fille, sera violente dans la mesure où ce qui va arriver à ses parents, elle s'en moque totalement, elle ne leur viendra jamais en aide. D'ailleurs, à un moment donné, elle envoie de l'argent à ses frères, en précisant « tu ne donnes rien à la mère ». Donc, c'est une autre forme de violence, mais c'est justifié. On dira que c'est une violence sublimée par rapport à la violence de Karel, qui elle, est une violence physique. Quant à Mohand, sa violence à lui est l'indifférence. Et ça, c'est quelque chose que Ligueri écrit remarquablement bien. Ce jeune garçon n'a pas de mouvement d'humeur, n'a pas de mouvement ni de geste violent. Il est violent par son silence et on se rend compte en lisant ce livre à quel point le silence peut être violent pour celui qui le subit. Il est battu comme plâtre par son père. Il est enfermé sans boire ni manger pendant plusieurs jours dans une pièce. Il ne dit jamais rien. Et ne disant jamais rien, il exaspère encore plus la violence du père, qui se déchaîne davantage, et Mohand ne dit toujours rien. Il a sa violence à lui dans le silence. Alors, comme le dit Anouk, c'est un livre à mettre entre toutes les mains parce que c'est un livre qui est très pudique à côté de ça, mais c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les sensibilités parce que c'est un livre extrêmement dur. C'est un livre c'est l'une des choses qui m'a touché dans cet ouvrage. Il n'y a absolument aucun apitoiement sur aucun des personnages. C'est une écriture assez linéaire, c'est une écriture plutôt sèche.
Oui, il y a peu de sentiments. Hendrika ne manifeste pas ses sentiments. Elle a une autre, sa violence à elle. Elle va la manifester autrement. D'ailleurs, elle a un chevalier servant à un moment donné qu'elle n'aime pas. Elle ne l'aime pas, mais elle va l'utiliser, et c'est sa manière à elle de se sortir de toute cette violence. Voilà, c'est un livre dont Anouk voulait absolument que nous vous parlions, donc nous l'avons fait. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf de dire que c'est un très bon livre et qu'il faut être prudent lorsqu'on le lit. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Yves. Merci à nous. Et à la semaine prochaine. À bientôt.